Voilà, allons-y. Donc, mesdames et messieurs, hein, chers amis de notre cycle de conférences, Paroles de diplomate, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison de rencontres organisées en coopération avec l'Association française pour les Nations Unies, ici notamment représentée par son président Bernard Millet, et puis son secrétaire général Richard Nerich, et je les salue amicalement. Comme je remercie Sandra Zurek et aujourd'hui Alexandra Novoselov, ainsi que Jérémy Mercier pour leur concours et l'organisation à mes côtés de ces rencontres. Alors on se retrouve, vous l'avez vu, vous l'avez deviné, ce soir pour une édition bien particulière, la première organisée à distance compte tenu de la situation sanitaire, avec tout ce que cela implique hein, comme défi, hein, la fluidité de nos échanges, la qualité d'écoute, la technique aussi nécessaire à l'organisation de ce cycle. Tout ce que ça implique comme défi, puis aussi peut-être, j'espère, pas trop, mais comme frustration sur l'absence d'échanges informels, sur tout ce qui fait un peu le sel de nos rencontres classiques à Paris 2 ou ailleurs. Après, le distanciel permet à tout le moins de toucher un public un peu plus large et il faut s'en réjouir. Alors, pour revenir à l'esprit de ces conférences, il s'agit, vous le savez, de proposer 2 à 3 fois par an une discussion entre le monde diplomatique et le monde académique à partir d'une expérience et d'une thématique choisie. Pour ce premier rendez-vous de l'année 2021, nous avons l'honneur, le grand plaisir d'accueillir Madame Sylvie Berman, ambassadeur de France et présidente aujourd'hui du conseil d'administration de l'IHEDN, l'Institut des hautes études de la défense nationale. Elle évoquera avec nous un sujet qui s'inscrit dans le temps long, mais qui présente aussi une actualité brûlante, pour le moins, le Royaume-Uni au lendemain du Brexit. Alors, Madame l'ambassadeur, je crois qu'on pouvait espérer une meilleure expertise hein, sur ce sujet que la vôtre. Un mot sur votre parcours pour souligner simplement la variété, la richesse de votre carrière. Après plusieurs postes en Asie, notamment, vous avez été chef du service de politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne, directrice des Nations Unies, des organisations internationales des droits de l'homme et de la francophonie au Quai d'Orsay, et puis bien entendu la première femme ambassadeur dans un pays membre permanent du Conseil de sécurité, et même dans 3 d'entre eux, d'abord en Chine en 2011, et on lira avec intérêt votre Chine en eau profonde, paru en 2017 chez Stock, puis au Royaume-Uni en 2014, et on va y revenir ce soir, et enfin en Russie en 2017. Vous avez donc vécu au plus près hein, certaines frictions ou tensions liées à l'ascension de la Chine, liées aux prétentions de la Russie dans son voisinage immédiat ou dans la zone traditionnelle d'influence de la France, ou liées, bien entendu, à la décision du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne. C'est sur ce dernier point que l'on a la chance de vous écouter ce soir. Permettez-moi quelques banalités hein, pour entrer dans le vif du sujet. On se souvient que le Royaume-Uni a accédé à la CEE en 1973, alors que De Gaulle et d'autres avaient longtemps douté de l'esprit européen de Londres. Et puis la relation entre le Royaume-Uni et l'Europe politique s'est révélée effectivement mouvementée. Alors, on se rappelle bien sûr en 1979 du I Want My Money Back de Margaret Thatcher qui constatait que l'entrée dans la communauté n'avait pas soutenu comme escompté l'économie locale. Après, d'autres éléments ont contribué à éloigner certains Britanniques de l'Union européenne, question de l'euro, question d'un certain nombre de droits, question de la concurrence, etc. Et puis l'opposition a fini par se cristalliser en quelque sorte et le Royaume-Uni a envisagé dès 2013 un retrait de l'Union. Jamais, on sait bien, un État membre n'avait jusqu'ici quitté l'organisation, mais c'est le choix qu'ont fait les électeurs britanniques en 2016. Il faut rappeler quand même le résultat, 17, un peu plus de 17 millions contre un peu plus de 16 millions de voix le 23 juin 2016. Donc quand même une décision relativement serrée. Le Brexit means Brexit. Et le retrait a été notifié à l'Union en mars 2017. Il a fallu quand même 3 ans et demi de négociations, 2 élections générales, 3 premiers ministres pour acter ce Brexit il y a tout juste un an finalement, le 1er février 2020, puis conclure il y a quelques semaines les premiers éléments d'une nouvelle relation entre Londres et Bruxelles, entre compétition et coopération probablement. Alors que penser de tout cela? Quelles sont les perspectives à présent pour le Royaume-Uni et peut-être en creux
pour l'Europe et pour la France à la suite de ce séisme sans précédent qui a conduit la deuxième puissance économique, militaire et maritime de l'Union à quitter le cercle des partis. Est-ce que tout cela en valait bien la peine? Voilà, Madame l'ambassadeur, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation pour nous présenter vos observations sur ce sujet. Je vous cède bien volontiers la parole pour une intervention d'une cinquantaine de minutes qui laissera ensuite un temps d'échange important. Je rappelle simplement aux spectateurs de bien vouloir utiliser l'outil questions et réponses pour solliciter notre intervenant en temps voulu. Et je vous demande de bien vouloir vous présenter, d'indiquer le sens de votre question et de me préciser si vous voulez intervenir directement, c'est-à-dire poser votre question en direct, ou si vous préférez que je relève votre propos et que je sois votre messager. N'hésitez pas en tout cas, passez par l'outil questions et réponses et je vous souhaite une très bonne soirée. C'est à vous, Madame l'ambassadeur. Merci encore. Merci beaucoup de m'inviter à parler devant vous. Je salue aussi Bernard Millet, le président de l'Association française des Nations Unies. Alors, l'affiche, c'est Brexit, is it worth it? Et je pense que c'est une très bonne question, effectivement. On va peut-être, avant de parler des conséquences et de l'après-Brexit qui commence, parce que en fait, ils étaient jusqu'au 1er janvier de cette année, malgré tout, dans une période de transition. Donc, les liens n'avaient pas été complètement coupés, même si officiellement, ils étaient sortis de l'Union européenne. Mais pour revenir un peu en arrière, je crois que c'est un peu aussi un accident, parce que personne ne s'y attendait. Non pas que les Britanniques étaient des grands admirateurs de l'Union européenne, ou qu'ils y étaient totalement heureux, mais la réalité, c'est que l'Union européenne venait au 9e ou au 10e rang de préoccupation des Britanniques. Et en fait, ce qui a fait la différence, c'est l'immigration, parce que Nigel Farage, le dirigeant du Parti national britannique, a établi un lien entre l'Union européenne et l'immigration. Il se trouve que l'année 2015 a été un record en matière d'immigration et on se souvient effectivement des camps de Lesbos, Lampedusa qui étaient débordés. On se souvient aussi de la jungle à Calais. Et tous les jours, au Royaume-Uni, effectivement, il y avait des reportages sur le sujet où il y avait quasiment des attaques de camions où les immigrés essayaient de passer au Royaume-Uni. Il y a eu aussi l'accueil d'1 million de réfugiés par Angela Merkel qui a été abondamment exploité. Et également la Turquie, où on n'hésitait pas à dire que 70 millions de Turcs allaient débarquer au Royaume-Uni. On était dans l'aberration totale, dans les mensonges permanents, mais en tout cas, ça a beaucoup joué. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on entendait les Brexiteurs parler de l'immigration, certains qui n'étaient pas au courant disaient « Ah mais non, mais nous les Européens, ce n'est pas un problème. Notre problème, c'est les Africains, c'est les gens du Moyen-Orient », ce qui n'avait aucun lien avec l'Union européenne. Et donc, ce référendum, en fait, a plus été un référendum sur l'immigration. Mais vous avez des Brexiteurs également qui étaient totalement indifférents à ce problème. Et moi, j'ai entendu un des grands leaders, qui est Bill Cash, me dire dans un déjeuner à la résidence, non, mais nous, ce n'est pas un problème. Heureusement qu'il y a des jolies Lituaniennes qui servent dans les restaurants et des travailleurs polonais efficaces plutôt que des Anglais avinés. Donc, en fait, ce sont deux types de préoccupations qui se sont rejoints à ce moment-là et qui ont fait le Brexit, c'est-à-dire plutôt les gens du sud de l'Angleterre et des Anglais, c'est-à-dire pas des Brites, enfin des gens qui se revendiquaient anglais et non pas britanniques, donc vraiment une notion très identitaire et qui, évidemment, si déjà ils n'étaient pas britanniques, ils étaient encore moins européens. Et puis donc, la préoccupation de population, surtout dans ce qu'on appelle le mur rouge, dans le nord de l'Angleterre, où ce sont des zones assez déshéritées, où effectivement beaucoup ne trouvent pas d'emploi.
en plus, comme effectivement, c'est les Polonais qui ont fait toutes les structures pour les Jeux olympiques, qui ont fait toute la ville, les nouvelles tours, bah, on préférait employer des Polonais que, effectivement, des Anglais qui n'avaient pas toujours la compétence. C'était le cas aussi au sein du NHS, les services de santé, où il y avait une très grande partie de population immigrée. Et donc, là aussi, l'hypocrisie a été de dire, du coup, ça nous empêche d'avoir accès pour nos enfants aux écoles ou d'avoir accès au NHS, alors qu'en réalité, c'était du personnel immigré qui soignait les Anglais au NHS. Donc, il y a eu, bon, je passe sur les mensonges de Boris Johnson qui seront racontés dans les livres d'histoire dans 100 ans ou 200 ans, c'est-à-dire fameux bus rouge et les 350 millions de livres qu'ils étaient supposés verser à l'Union européenne et qui seraient revenus au NHS. Mais ce qui s'est passé aussi, c'est qu'on était dans une période finalement de populisme, j'allais dire populisme commençant, mais en réalité c'est exactement ce qui s'est passé également aux États-Unis, c'est-à-dire quelque chose qui était improbable est arrivé parce que personne ne l'a mesuré, personne n'a mesuré les signaux faibles. Et parmi ceux-là, il y avait effectivement cette peur de l'immigration. Il y avait la dérive également très, enfin, ultra conservatrice, à la fois des républicains aux États-Unis. Bon, il y a eu le Tea Party, il y en a eu d'autres. Au Royaume-Uni également, c'est-à-dire que Cameron, quand il a été élu en 2010, était plutôt centriste, comme Nick Clegg des Lib Dem, et puis le parti a évolué plutôt vers la droite. Bon, à cela s'ajoute bien sûr, bon, plus évidemment Murdoch qui a alimenté une presse très agressive, en particulier le Daily Mail, et qui dénonçait comme ennemis du peuple ceux qui étaient hostiles au Brexit. Donc, ça a été, je compare souvent, enfin, je donne l'image de la balle de match point, qui en fait, c'est de Woody Allen, qui est resté sur le filet et qui finalement aurait pu tomber d'un côté comme de l'autre. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est 17 millions d'un côté, c'est 16 millions de l'autre. Et en fait, tout le monde s'attendait à ce que ça tombe de l'autre côté, tout le monde était trop sûr du résultat. Et quand je dis tout le monde, c'est-à-dire que les Remainers et les membres du gouvernement étaient très confiants, puisque David Cameron a posé après minuit le soir du référendum la question à son directeur de communication, mais à quel point devons-nous être inquiets? C'est-à-dire que jusque-là, il y avait effectivement pour eux aucun signal, ni faible ni fort. Et la seule chose et puis alors les Brexiteurs me disaient, oui, nous, on veut partir pour telle ou telle raison, mais on sait très bien qu'on va rester. L'un d'eux m'a dit, et même, on va continuer à vous embêter. Et donc, bah, tout le monde, enfin, certains sont allés se coucher, d'autres ont attendu le résultat. Moi, j'étais dans une soirée électorale avec des ministres, et vers 10h30 du soir, le soir du référendum, on avait des résultats officieux qui donnaient la majorité au Remain. Donc, énorme choc, séisme, comme vous l'avez dit, et ensuite une espèce de chaos également, parce que le révolutionnaire qui avait prôné le Brexit, qui était Boris Johnson, s'est défilé. Michael Gove a voulu candidater. Finalement, comme il était considéré comme un traître, il a été disqualifié. Ensuite, il y a eu Andrea Leadsom qui a dit que Theresa May n'avait aucun intérêt dans l'avenir du pays parce qu'elle n'avait pas d'enfants. Enfin, tout ça a été absolument délirant. On assistait à ça au jour le jour jusqu'à ce que finalement, la seule adulte dans la pièce, comme il disait, Theresa May prenne le pouvoir, enfin, devienne Premier ministre. Sans élection et sans onction du parti, ce qui a finalement compliqué aussi les choses. Et puis, comme elle n'était pas une vraie Remainer, une vraie Brexiteuse, eh ben, je pense qu'elle a été plus royaliste que le roi en disant, alors,
Brexit means Brexit, sans qu'on sache ce que ça veut dire, et finalement a établi des lignes rouges qui n'étaient pas celles du départ, parce que quand on entendait les Brexiteurs, y compris Boris Johnson à la BBC, ils expliquaient qu'ils allaient rester dans l'Union européenne, qu'ils allaient rester dans le marché commun, que ça ne se discutait pas et qu'il n'y avait aucun problème. Et le résultat, comme on l'a vu, ils ont quitté justement enfin les deux, l'union douanière et le marché unique. Alors, ce qui est intéressant aussi, parce que vous citez Margaret Thatcher, I want my money back, et tout ça, bien évidemment, plus le no, 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 à plus à une Europe fédérale, et ce qui est mis en avant par les Brexiteurs, qui sont tous des fidèles de Margaret Thatcher. Margaret Thatcher a été une enthousiaste du marché unique et de l'Union européenne. Elle a des paroles très fortes sur le sujet, en disant que ça serait une erreur pour la Grande-Bretagne de considérer qu'on n'est pas dans l'Europe et de se couper de l'Europe. Donc elle a été très pro-européenne, sauf que vers la fin, effectivement, et surtout quand John Major a été au pouvoir, bon, elle a viré, si je puis dire, brexiteuse, c'est-à-dire très europhobe. Mais au départ, ce n'était pas ça. Elle a fait vraiment l'apologie de l'Union européenne. Et donc, du jour au lendemain, on se retrouve dans cette situation que personne ne sait gérer. D'ailleurs, je rappelle qu'au lendemain du résultat, les Britanniques sont allés regarder sur Internet ce qu'ils venaient de quitter, c'est-à-dire l'Union européenne, ils ne savaient pas ce que c'était. Au Pays de Galles, ils se sont étonnés qu'on leur coupe les subventions une fois qu'ils auront quitté l'Union européenne, puisque c'est la région du Royaume-Uni qui en bénéficiait le plus. D'ailleurs, ce qu'il faut dire, c'est que les régions du Nord au Royaume-Uni étaient, selon Eurobaromètre, les régions les plus pauvres d'Europe du Nord. Donc c'est intéressant, parce qu'il y avait ce contraste avec Londres, qui était vraiment la nouvelle ville-monde, beaucoup plus dynamique même que New York en réalité, et qui ne voyait pas ce qui se passait au-delà de la M25, c'est-à-dire l'espèce d'autoroute de ceinture autour de ce qu'on appelle la ville orbitale. Et donc, bon, tout ça n'a pas été vu. Le parti conservateur n'avait pas de capteur dans ces régions-là, parce qu'en fait, c'était ce fameux mur rouge, donc tenu par les travaillistes, sauf que les travaillistes avaient à leur tête un Brexiteur. Donc, même si les 2 tiers du parti étaient favorables au maintien dans l'Union européenne, qu'un ancien dirigeant a été chargé Alan Johnson de faire la campagne, mais il savait très bien qu'il n'avait pas le soutien de Jeremy Corbyn. Donc, tous ces facteurs négatifs se sont ajoutés. Et puis, vous avez, comme au Royaume-Uni, un leader charismatique qui n'hésitait pas à pratiquer ce qu'on appelle la post-vérité, c'est-à-dire même sans un semblant de véracité ou de référence à des faits, et qui a abouti effectivement à ce résultat. Puis j'ajoute effectivement, je l'ai mentionné, le Daily Mail, c'est-à-dire des journaux très europhobes. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez au Royaume-Uni les meilleurs médias au monde, avec la BBC qui est un modèle dans le monde entier, avec The Economist, avec le Financial Times, dont les 2 tiers des lecteurs sont à l'étranger. Et puis vous avez le pire du pire, avec des tabloïds, et encore une fois, le Daily Mail n'est que l'un d'entre eux, qui n'hésite pas à désigner des gens à la vindicte populaire, et effectivement, en employant un terme, ennemi du peuple, qui fait référence à la terreur, à la Révolution française ou la grande terreur de Staline. Donc il y a eu cette atmosphère qui était extrêmement négative. Donc Theresa May, pour revenir à elle, a échoué. Elle a fixé des lignes rouges que personne ne lui avait demandé de fixer, une échéance sans avoir le temps de définir le Brexit. Et je pense qu'elle n'a pas eu le courage non plus, à un moment donné,
de dire voilà le résultat de la négociation, nous avions mandat du peuple de négocier, et maintenant, on va vous demander ce que vous en pensez, avec l'option soit d'approuver ce traité, soit de rester, soit de partir. Ça, elle n'a jamais eu le courage de le faire, parce qu'elle parlait de sa mission sacrée, qui était de réaliser le Brexit. On a eu les épisodes cocasses du Parlement. On se souvient du speaker qui criait Order, Order, et qui faisait rire beaucoup de gens, mais en même temps, c'était parfois aussi un rire jaune, hein, parce que ce système représentatif qui a été le meilleur au monde et qu'on admirait tous, la mère des démocraties, c'est totalement, totalement ridiculisé. Et donc un jour, il y avait aussi un épisode de Extinction Rebellion qui se sont collés à moitié nus avec de la glu aux galeries de Westminster, et les commentaires, c'est si seulement c'était la chose la plus ridicule qu'on ait vue au cours de ces dernières années à Westminster. Donc, complètement l'inverse de ce que nous avions connu. Et en fait, pendant longtemps, le Royaume-Uni est resté la risée à la fois au sein du Royaume-Uni, puisqu'ils ont le sens de l'humour, on ne leur enlèvera jamais ça, et puis dans le monde entier. Le monde entier qui a accueilli avec effarement ce résultat, y compris les Singapouriens, alors qu'on parlait de Singapour sur la Tamise, y compris les Australiens, les membres du Commonwealth, alors qu'on prétendait remplacer l'Union européenne par le Commonwealth. Donc, cette stupeur, et puis des négociations donc, qui ont été extrêmement longues, avec un Royaume-Uni pas du tout préparé, ce qu'ont dit les négociateurs. En fait, ils ne savaient pas ce qu'ils voulaient, et souvent, Theresa May venait à Bruxelles en disant « Mais qu'est-ce que vous nous proposez ?» alors que c'est eux qui ont souhaité partir, et c'était à eux de proposer quelque chose, mais leurs bons négociateurs, d'une part, avaient quitté le Foreign Office ou le Trésor, et avaient des fonctions ailleurs pour éviter de défaire ce qu'ils avaient fait pendant des années, parce qu'ils étaient tous pro-européens, et puis parce que l'Union européenne avait eu le monopole de la négociation commerciale pendant 40 ans, et donc les Britanniques n'avaient pas de spécialistes, ont dû appeler des Néo-Zélandais, des Australiens, mais les commentaires à Bruxelles, c'est que ce n'étaient pas les bons négociateurs. Or, les Britanniques ont toujours considéré qu'ils étaient les meilleurs au monde, qu'ils avaient toutes les cartes en main, qu'ils allaient, comme d'habitude, diviser pour régner, et ça n'a pas du tout marché. Donc, pourquoi ça n'a pas marché? D'abord parce qu'effectivement, ils connaissaient assez mal leur dossier et ce qu'ils voulaient exactement, et parce que aussi l'équipe de négociation, sous la direction de Barnier, a maintenu en permanence la cohésion des Européens, a informé également en permanence. Et la raison, c'est que, en fait, chacun des pays de l'Union européenne aurait eu un intérêt bilatéral à négocier avec Londres, mais sur le spectre des relations, non. Et donc, tout le monde avait un intérêt à ce que ce soit une négociation européenne avec Londres. Et donc, en fait, ce blocus continental de Napoléon contre contre la perfide Albion. Et ça, je crois que les Britanniques ne l'avaient pas du tout anticipé. Donc, Theresa May a échoué, est arrivé Boris Johnson. Boris Johnson, qui, encore une fois, est un leader charismatique. Certains disaient qu'il est charismatique, mais il n'a pas d'autorité. Mais néanmoins, il y a eu une euphorie dans le pays, y compris les travaillistes qui ont voté pour lui, parce que le paradoxe, c'est comme un milliardaire promoteur immobilier aux États-Unis se fait passer pour un homme du peuple. Eh bien, Boris Johnson, eatonien, oxfordien, parce qu'il se met dans des situations un petit peu ridicules, pratique l'autodérision, parle à tout le
le monde, au milieu de ces citations grecques et latines, se faisait passer aussi pour proche du peuple. Et donc, il a été élu, y compris par les travaillistes qui en avaient assez de Corbyn, complètement discrédité. Et au moment où il est arrivé au pouvoir, tout le monde s'est dit, c'est fini, il va reprendre la main sur la négociation. Après tout, c'est lui l'artisan du Brexit. Donc, il a accepté un accord au début qui ressemblait à celui de Theresa May, mais la différence, c'est que la frontière passait entre le Royaume-Uni et l'Irlande, et non pas au milieu de l'Irlande du Nord et de la République d'Irlande. Et sur cette base-là, donc on a pu discuter de ce qu'on a appelé le futur des relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Les discussions étaient assez acrimonieuses. Et finalement, Boris Johnson a menacé de revenir sur l'accord fantastique qu'il avait conclu et sur la pêche avait déclaré qu'il allait en déposant donc un projet de loi sur le marché intérieur au Parlement. Ensuite, il a menacé d'envoyer la Royal Navy contre les pêcheurs français en particulier. Et il a attendu jusqu'à la fin, c'est-à-dire le 25 décembre, pour apporter, comme il l'a dit, un cadeau de Noël aux Britanniques. Cadeau de Noël sur lequel on va revenir, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que Boris Johnson a toujours accusé les Français d'être à la tête d'un punishing squad et en disant oui, vous voulez nous punir pour le Brexit, alors qu'encore une fois, c'était leur décision et que personne n'a cherché à les punir, sauf à faire respecter les règles d'un marché intérieur. Donc, 25 décembre, accord sur ces relations futures, qui a permis à Boris Johnson de dire qu'ils avaient retrouvé leur indépendance. Il faut se rappeler que le jour de la sortie de l'Union européenne avait été qualifié de Independence Day, que, comme dit Rees-Mogg, qui est ce parlementaire caricatural qu'on appelle l'honorable représentant du XVIIIe siècle, de dire que les poissons étaient heureux aujourd'hui parce qu'ils étaient anglais, et donc de valoriser cet accord sur une souveraineté retrouvée, alors qu'un accord de commerce, ce n'est pas un accord sur la souveraineté, mais lui, ce qui l'intéressait, c'était la dimension politique. Aujourd'hui, les pêcheurs britanniques, bon, bien sûr, écossais s'en mordent les doigts, et les pêcheurs britanniques également, puisque le président de la Fédération des pêcheurs, alors du Dorset, du Devon, je ne me souviens pas, a dit qu'ils avaient été trompés avec le Brexit, parce qu'on a fait valoir qu'ils retrouvaient une souveraineté totale, alors que leurs poissons sont en train de pourrir, parce qu'ils ne peuvent les vendre à l'Union européenne. Donc, c'est un accord qui porte également uniquement donc, sur les tarifs, sur les quotas, mais qui ne porte pas sur les services. Or, le Royaume-Uni vend 80% des transactions du Royaume-Uni vers l'Union européenne, c'est 80% des services. Et que là, l'accord n'y touche pas. Évidemment, l'aspect financier n'a pas été évoqué non plus. Et puis d'autres sujets qui sont, par exemple, les questions de défense et de sécurité, sachant qu'en matière de sécurité, il y avait des échanges très importants avec l'Union européenne, bon, Europol, d'ailleurs, qui avait été dirigé par un Britannique, Eurojust, le mandat d'arrêt européen qui avait été renégocié par Theresa May. Et j'avais été invitée un jour comme invitée d'honneur au ministère de l'Intérieur, juste avant le Brexit. Et
j'avais donc décrit tout ce qu'on faisait dans ce domaine et enfin, ceux qui m'avaient invité au ministère de l'Intérieur, enfin le Home Office, m'ont dit mais non, mais de toute façon, tout ça, on le garde. Et je me souviens que j'aurais dit, mais alors pourquoi vous voulez partir? Puisque vous vouliez à l'époque, vous voulez garder le marché européen, le marché unique, vous voulez garder toute la sécurité et la défense. Et bon, finalement, ils ont tout quitté. Donc, ce que l'accord a permis, c'est effectivement de permettre les transactions commerciales, mais tout le reste à négocier. Et donc, je pense que ça va être une discussion très, très longue et à nouveau avec Boris Johnson, dont le seul but est de prouver que le Brexit est un succès fantastique. On voit aujourd'hui, c'est un divorce le Brexit, donc les frustrations, l'acrimonie demeurent. On le voit avec l'affaire des vaccins et de AstraZeneca. Bon, l'Union européenne, alors Ursula von der Leyen a sans doute fait une erreur en invoquant le protocole irlandais pour empêcher les exportations du vaccin via l'Irlande du Nord. Donc, elle a dû faire machine arrière. Et évidemment, tout ça est exploité très largement au Royaume-Uni. Et par ailleurs, eux qui ont eu une gestion catastrophique du Covid, parce que Boris Johnson est très largement responsable. Il y a aujourd'hui 106 000 morts, c'est-à-dire un record parmi les pays européens. C'est parce qu'ils pensaient d'abord en se disant, voilà, nous, on est différents des Européens, biais cognitif, mais enfin, on l'a connu nous aussi par rapport à l'Italie. On fera mieux, on a le NHS et il a mis très longtemps à confiner. Et les scientifiques disent c'est 20 000 morts de plus. Bon, c'est difficile de le savoir, mais en tout cas, ça a été une gestion encore pire que dans d'autres pays. Et il a été très, très critiqué par ça. Il a failli en mourir d'ailleurs, parce qu'il déclarait serrer la main à absolument tout le monde, y compris des malades du Covid, et il encourageait à continuer à aller dans les pubs et à exercer la liberté absolue des Britanniques à aller dans des pubs. Donc, comme il avait été critiqué pour ça, il a mis bon, le paquet sur les vaccins, faisant venir en urgence et transporter par la RAF les vaccins de Belgique avant Noël. Et puis là, bon, ils ont leur vaccin, le vaccin anglais, comme ils ne cessent de le dire, qui fonctionne bien. Et ils ont une politique vaccinale qui est un succès, parce que c'est plus de 8 millions de Britanniques qui ont été vaccinés. Et puis, on retrouve les travers qu'il y a eu au début de la pandémie, c'est la bagarre. Alors, à l'époque, c'était la bagarre sur les masques. Aujourd'hui, c'est la bagarre sur les vaccins. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé avec AstraZeneca, et d'ailleurs qui a accepté là d'en fournir un peu plus parce qu'ils sont un peu gênés par la polémique également, parce que dire que on a commandé 3 mois plus tard, certes, mais s'il y a un accord, il y a un accord, donc on doit être servi, et même s'il coûte moins cher, ils ont accepté la négociation. Mais c'est un exemple de ce qu'on va retrouver en permanence. Et les Britanniques continueront, enfin Boris Johnson, à se féliciter de ce succès, qui en est un, c'est sûr, en vantant les compétences des scientifiques britanniques, et laisser oublier aussi que tous ces scientifiques britanniques ont voté en très grande majorité pour rester dans l'Union européenne, et qu'ils sont très mécontents de cette situation de séparation avec les scientifiques du continent. Donc, il y aura d'autres épisodes. Il va falloir négocier aussi en matière de sécurité. Je pense qu'ils ont besoin d'accéder à nos données.
puisque ça, ils l'ont perdu parce que les défis terroristes ou de criminalité organisée sont les mêmes au Royaume-Uni et sur le continent. Donc je pense qu'il faudra qu'ils engagent cette négociation. Il y a l'aspect de la défense européenne parce que en réalité, bon, c'est la deuxième armée au sein de l'Union européenne, donc c'est une perte pour l'Union européenne, très clairement. C'est une amputation, ça a été une amputation économique, mais c'est une amputation sur le plan militaire, puis une amputation en termes d'influence aussi, parce que quand on est à Moscou, à Washington, à Pékin, ben, l'Union européenne, c'était les trois grandes puissances. Donc on est perdant également, mais eux aussi. Et donc, on aura besoin de trouver un format de participation pour eux, sachant que malgré tout qu'ils deviennent pays tiers. C'est difficile parce qu'ils acceptent difficilement le terme de pays tiers, alors que c'est eux qui l'ont voulu. Et il faudra voir comment on négocie. Quand j'étais ambassadeur au comité politique et de sécurité à Bruxelles, les pays tiers étaient invités à participer, mais n'avaient pas voix au chapitre sur le plan d'engagement, non plus sur la négociation. Alors que peut-être, compte tenu de leur expertise et de leur capacité, on trouvera une solution un petit peu améliorée. J'ajoute d'ailleurs que sur le plan franco-britannique, c'était un de nos domaines de coopération privilégiés. On a une force d'intervention sur les trois armées de 10 000 hommes quand même. Donc il faudra voir comment, dans quelles conditions on peut l'engager. Il y avait des projets militaires. Il y avait en particulier l'avion de combat du futur. Bon, ça, on ne va plus le faire avec les Britanniques, on va le faire avec les Allemands, plus difficilement, hein, parce que je disais toujours que les Britanniques étaient pratiquants et non croyants en matière de défense. Donc, ils détestaient la notion d'une défense commune, mais ils participaient. Quand on avait lancé l'opération Artemis, qui est la première opération autonome de l'Union européenne au COPS. Mon collègue britannique a dit oui tout de suite et mon collègue allemand a dit jamais, en disant la PESD, donc la politique de défense, est née dans les Balkans et doit rester dans les Balkans. C'était une opération RDC. Et donc, ils participaient beaucoup plus qu'on l'imagine. Mais en revanche, leur point de blocage, c'était dès que ils avaient un sentiment qu'il y avait un découplage avec l'OTAN ou avec les Américains. Et le paradoxe était que les Américains étaient devenus de plus en plus, avant Trump bien sûr, pro-européens dans ce domaine, parce qu'ils considéraient que c'était aux Européens de défendre leurs intérêts dans leur zone et non pas aux Américains. Donc, pardon. Je me souviens que les Américains avait fait campagne pour l'opération au Tchad, alors que les Britanniques pouvaient avoir encore des hésitations. Donc, encore une fois, c'est un domaine dans lequel il va falloir beaucoup travailler. Alors, vous avez vu qu'on a mis en place un fonds de défense européenne, ce qui est important parce que ça permet de développer la BITD, et c'est le domaine dans lequel les Britanniques auraient peut-être été le plus réticents. Mais on a créé aussi l'initiative d'intervention. Et là, c'est très intéressant parce que c'était avant le Brexit et les Britanniques ont décidé d'y participer. Donc, on se trouve avec une volonté de participation dans une enceinte qui n'est pas une enceinte de l'Union européenne, mais qui est une enceinte européenne. Et je pense, moi, je trouve que c'est très utile, mais je pense que le risque aussi, c'est en coopérant de manière privilégiée avec les Britanniques dans une coalition de volontaires, c'est en fait de marginaliser un petit peu l'Union européenne, qui certes n'a pas les moyens, mais en même temps, si on veut renforcer l'Union européenne comme autonome, enfin stratégiquement autonome, ayant la souveraineté, ça risque aussi de poser un léger problème.
Alors maintenant, la question, c'est que l'Union européenne, enfin, le post-Brexit, c'est pas seulement avec l'Union européenne, c'est aussi le reste du monde. Pendant 3 ans et demi, 4 ans, les Britanniques se sont parlé à eux-mêmes. Donc maintenant, il faut qu'ils s'adressent effectivement au monde. Donc Union européenne, comme je le disais, parce que c'est quand même 47% de leur commerce. Pour nous, d'ailleurs, incidemment, c'est notre plus gros excédent dans le monde, donc ça a aussi des conséquences. Mais donc, leur mot d'ordre depuis Theresa May, c'était Global Britain, et donc négocier avec le reste du monde. Ce qui est intéressant, moi je me souviens, c'est quand ils ont annoncé Global Britain, c'était le discours de Theresa May, j'étais à côté de mon homologue allemand, qui d'ailleurs n'a pas desserré les dents ce jour-là, et je me suis tournée vers lui en disant, bah, tu sais ce que l'Allemagne a à faire pour devenir un grand exportateur dans le monde, parce que ce que disaient les Britanniques, c'est qu'ils étaient empêchés par l'Union européenne, mais qu'ayant quitté l'Union européenne, ils allaient redevenir la grande puissance qui régnait sur toutes les mers. Or, aujourd'hui, on voit bien ce qui se passe. Ils n'ont pas réussi à avoir un accord de commerce, même avec Trump, qui passait son temps, tellement il déteste l'Europe, considérée comme une ennemie, à dire on va vous donner un accord fabuleux, sauf qu'il voulait mettre la main en partie sur le NHS et qu'ils voulaient également vendre leur poulet chloré et autres bœufs aux hormones. Donc ça n'a pas fonctionné. Ça ne va pas être plus facile avec Joe Biden, parce que s'il y a une négociation sérieuse, les Américains sont la grande puissance par rapport au Royaume-Uni. Négocier avec la Chine, ça va être aussi très difficile, parce que tout est une question d'échelle dans le monde, et donc ça reste un pays moyen, solitaire, face à une grande puissance qui en plus a tendance souvent à menacer ou à intimider. Et il y a un exemple qui est assez parlant. Quand le ministre des Finances est allé à Pékin a été envoyé à Pékin pour négocier un accord avec les Chinois, en même temps, le ministre de la Défense a voulu envoyer un bateau, soi-disant, pour faire respecter la navigation la liberté de navigation en mer de Chine du Sud. Évidemment, les Chinois ont aussitôt annulé la visite du ministre des Finances. Et c'est un exemple de ce qui risque effectivement de leur arriver. Et donc, il y avait une caricature dans le New Zealand Herald qui est assez parlante à cet égard. C'est un Britannique tout heureux de quitter l'Union européenne en disant « je vais voir mes nouveaux amis, chums », mes copains, et au coin de la rue, l'attendait oncle Sam et un panda, et chacun muni d'un gros gourdin. Et je pense que ça résume effectivement la situation dans laquelle le Royaume-Uni va se trouver, dans la mesure où l'avantage de l'Union européenne, c'est 450 millions de citoyens, et puis les prérogatives de la Commission en matière de négociation, sachant qu'on est le plus grand marché au monde. Et qu'en réalité, pour le Royaume-Uni, c'était aussi un des multiplicateurs de puissance, même s'ils n'ont pas voulu le voir. Donc je pense que ça va être difficile pour eux, mais que ce que va continuer de faire Boris Johnson, qui est toujours dans l'hyperbole, tout est fantastique et tout, ce Brexit fantastique, c'est de continuer à montrer que le Brexit est un avantage pour le Royaume-Uni. Ils ont cette année, un calendrier plutôt positif, parce qu'ils vont être à la fois président du G7, ce qui leur donnera une certaine visibilité, et président de la COP26 sur le changement climatique. Et donc, ils seront au centre du processus de négociation, alors que probablement il n'existerait pas autrement, parce que si on regarde d'ailleurs depuis le début de l'année toutes les couvertures des grands magazines américains, britanniques, qu'est-ce qu'on voit? On voit les États-Unis, la Chine et puis l'Union européenne. Et en fait, c'est dans ce cadre-là que les choses vont se poser, c'est-à-dire quelles décisions
prendre, et on l'a vu puisqu'à la fin de l'année dernière, il y a eu cet accord Union européenne-Chine qui a été beaucoup critiqué, mais en même temps, à l'époque où j'étais à Pékin, la Chambre de commerce européenne avait défini un certain nombre de critères. La négociation a pris 7 ans. Il y a des progrès, c'est évidemment pas parfait, mais en même temps, ça prouve aussi qu'on a une valeur et qu'on peut intervenir sans avoir le soutien de Washington, d'autant plus que Washington négocie avec la Chine sans demander aux Européens ce qu'ils en pensent. Et donc, je pense que c'est une illusion de la part des Britanniques de penser qu'ils vont avoir cette Global Britain qui sera plus importante. D'ailleurs, personne ne les empêchait d'avoir une Global Britain au sein de l'Union européenne, puisque effectivement l'Allemagne est une grande puissance commerçante. Mais encore une fois, tout ça est du domaine de la nostalgie, de l'illusion, de la démagogie. Et l'élection de Biden, évidemment, change un petit peu la donne, parce que quand c'était Donald Trump, d'une part, il les soutenait, mais d'autre part, Donald Trump, c'était aussi une espèce de caution à ce populisme un petit peu débridé. Bon, ils l'ont perdu. Joe Biden considère que le Brexit est une erreur historique. Il en veut à Boris Johnson des critiques de nature raciste portées contre Obama à l'époque. Donc, ça ne va pas être facile. Et les Britanniques, qui se prévalaient d'être un pont entre les États-Unis et l'Union européenne, évidemment, perdent ce rôle qu'ils jouaient souvent, parce que quand j'étais au COPS, on recevait les talking points des Américains relayés par les Britanniques. C'était souvent plus confortable pour Washington parce que les Anglais parlaient la même langue qu'eux, ou c'était ce que disait George Bernard Shaw, les Anglais et les Américains étaient séparés par la même langue, mais c'était plus facile aux Américains que de s'adresser à des ministres européens qui ne parlaient pas nécessairement bien l'anglais. Donc là, c'est terminé parce que ça n'a plus aucun intérêt pour eux de passer par les Américains, par les Anglais. Reste à voir s'ils le feront avec Berlin ou avec Paris, ou Berlin et Paris, plus Angela von der Leyen, parce que malgré tout, il y a une volonté de la nouvelle gouvernance européenne d'avoir un mandat géopolitique, et donc de ne pas se contenter d'être un pourvoyeur de fonds dans le monde. Donc il y a un défi pour un défi pour le Royaume-Uni, un défi pour l'Union européenne également, dans ce nouveau monde qui, encore une fois, est déterminé par la guerre. Je ne sais pas comment on peut la qualifier, de guerre froide, de paix chaude, enfin, peu importe, mais qui est une réalité entre la puissance confirmée et la puissance montante, c'est-à-dire ce fameux piège de Thucydide. Voilà, donc l'histoire n'est pas complètement finie, mais ça sera difficile pour les uns et les autres, et pas exempt d'anicroches et de relations post-divorce un petit peu difficiles, en tout cas dans les premières années. Voilà, je ne sais pas si je suis restée dans les temps. C'est parfait, Madame l'ambassadeur, c'est parfait. Merci beaucoup pour cette analyse très riche, très vivante, critique aussi sur le fond, dans la réponse donnée à notre question de départ. Finalement, est-ce que ça valait le coup, surtout pour le Royaume-Uni? Bien sûr. Je crois que vous avez d'abord réussi à bien faire la part des choses entre les origines lointaines, les origines immédiates de ce retrait britannique, sur peut-être le manque de vision, de lecture, des signaux faibles, le poids des discours alternatifs, des médias populaires, la défaillance d'un certain nombre de leaders, le manque de courage aussi parfois. Et puis dans l'après, la cristallisation peut-être quelque part excessive, rationnelle mais déraisonnable, je ne sais pas, sur la pêche, l'enfermement de chacun dans des narratifs, la vengeance de la France d'un côté et d'autre, de l'autre, cette quête illusoire d'indépendance.
malgré tout la nécessité d'une relation, ne serait-ce que sur le plan économique et aussi, et en particulier pour la France, sur le plan sécuritaire, sur le plan des opérations extérieures. Et puis enfin, tous ces échecs actuels du Royaume-Uni sur les accords recherchés avec des États tiers, avec les États-Unis notamment, et vous rappelez l'importance des questions d'échelle. Et puis cet échec plus largement sur la nécessité dans le monde actuel de se trouver des leviers d'existence. Eh bien, sans l'Union européenne, manifestement, il manque ces leviers au Royaume-Uni pour faire valoir ses positions et ses intérêts. On est encore dans cette illusion d'une Global Britain. Donc, on peut, si vous le souhaitez, passer maintenant à la phase de discussion. Je rappelle aux spectateurs qu'ils ont la possibilité de poser des questions via l'onglet questions et réponses. N'hésitez pas, on en a déjà une ou deux. Le temps peut-être que d'autres questions arrivent. Ne levez pas la main, s'il vous plaît. Passez avant tout par l'outil questions et réponses. Vous pouvez ici indiquer le sens de votre question, si vous voulez la poser directement ou simplement si vous voulez que je sois votre messager. En attendant, j'en ai peut-être une ou deux pour lancer la discussion. On a vu récemment dans Le Monde un papier, Timothy Garton Ash, sur les perspectives qui comparent un petit peu l'état des relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne à ce qu'on a pu voir à une autre échelle, c'est vrai, entre l'Union européenne et la Suisse, c'est-à-dire un état de relation de négociation permanente et donc par conséquent d'incertitude permanente, ce qui n'est ici surtout mauvais pour la partie la plus faible, peut-être. Donc, comment est-ce qu'ici on peut comparer raisonnablement la situation, la relation Royaume-Uni-Union européenne, Suisse-Union européenne? Est-ce que c'est ici une référence? Est-ce qu'il faut s'inquiéter de ce précédent? Peut-être une deuxième interrogation, c'est cette petite musique qu'on a pu entendre du côté européen chez certains, que à tout prendre, l'élection de Trump avait été aussi un levier de notre côté pour nous pousser à une sorte d'autonomie stratégique, avec toutes les réserves que cette expression suscite, et que dans le même sens, le Brexit était aussi une chance, finalement, pour l'Union européenne, au regard d'un certain nombre de prises de responsabilité, tant sur le plan stratégique que sur le plan économique, et que peut-être d'ailleurs le plan de relance adopté à la suite du Covid n'aurait jamais pu être adopté tel quel, c'est contrefactuel, n'aurait jamais pu être adopté tel quel avec la pression britannique à 28. Alors, sur ces premiers éléments, je voulais un petit peu connaître votre sentiment. Alors, si, quand vous parlez de la Suisse en disant c'est un élément de faiblesse, c'est un élément de faiblesse pour la Suisse, pas pour l'Union européenne. Et donc, pour le Royaume-Uni, effectivement, Timothy Garton-Ash était un des plus fervents Remainers. Il est beaucoup intervenu dans le débat et effectivement, je crois qu'il a raison, c'est-à-dire avec cette idée de négociation permanente où en fait, bon, les Suisses ne gagnent pas. Sur le deuxième sujet, oui, Trump a beaucoup aidé à l'émergence d'une identité en politique étrangère de l'Union européenne. Parce que quand les Français parlaient d'Europe puissance, ça faisait peur à tous les Européens qui étaient peu intéressés par justement la puissance. Et même cette autonomie ou cette souveraineté européenne ne recueillait pas l'assentiment de tous. Avec non seulement le mépris de Trump, mais la déclaration de guerre de Trump qui a dit une fois que j'en aurais fini avec la Chine, je vais m'en prendre aux Européens parce que vous êtes des ennemis et que vous êtes même pire que les Chinois. Je crois que là, il y a eu cette prise de conscience. Et il y a un pays qui était très conciliant vis-à-vis des Américains, très atlantiste, et y compris Angela Merkel. Elle s'est fait quand même humilier par Donald Trump. Elle était sur écoute des grandes oreilles américaines. Et je crois qu'effectivement, elle a fini par prendre conscience que l'intérêt de l'Allemagne était d'avoir une Europe forte, pas seulement sur le plan économique, mais sur le plan politique. Et effectivement, le plan de relance, la question a été posée. Je pense que les Anglais auraient été très difficiles. Est-ce qu'in fine, ils s'y seraient opposés? Je ne suis pas sûre, mais on ne saura jamais.
Et on ne peut pas faire l'histoire avec des si, mais il leur arrivait finalement, après avoir beaucoup négocié, comme la chef de M. Seguin, de se rendre au matin. Et peut-être qu'on y sera arrivé. Moi, au total, je pense malgré tout qu'on a perdu. Certes, on va pouvoir aller de l'avant en matière de concepts, de théories, aussi théoriquement de défense, mais encore une fois, on perd aussi les outils britanniques et l'influence britannique. Maintenant, je crois que ni à Londres, ni à Bruxelles, ni dans nos capitales, il faut pleurer sur le lait renversé. Et il faut bien évidemment aller de l'avant en tirant parti de ce que ça peut nous apporter. Et quand Ursula von der Leyen disait maintenant le Brexit est derrière nous, donc il faut qu'on s'occupe de l'Union européenne, je pense qu'elle a raison. Merci beaucoup pour cette réponse très claire et très imagée. Alors, on a deux questions de spectateurs. De première question, Théo Bailly. Alors, je vous ai un peu d'autorité promue en tant que panéliste, mais si pour des raisons diverses, vous n'avez pas la possibilité de parler, je peux relayer votre question. Simplement, n'hésitez pas à présent à prendre la parole et à poser votre question. Bien, merci beaucoup. Bonjour, merci pour l'organisation de cette conférence et merci à Madame l'ambassadeur pour son intervention. J'aurais voulu connaître l'analyse que vous pouvez porter sur une potentielle diffusion de ce Brexit aux pays européens. Est-ce que cela relève d'un scénario envisageable ou bien est-on peut-être sur des chimères? Et je me permets d'ajouter une deuxième question. C'est comment voyez-vous le futur des relations spécifiquement franco-britanniques, pas forcément européo-britanniques, post-Brexit? Merci beaucoup. Merci, Théo. Oui, sur la diffusion du Brexit, comme vous dites, je pense que le Brexit a eu plutôt l'effet contraire parce que les pays européens ont mesuré finalement les conséquences négatives du Brexit. Il y avait à l'époque une caricature qui était on pensait, et d'ailleurs les Britanniques l'espéraient aussi, ce qu'on appelle l'effet domino, où après les Britanniques, d'autres pays allaient tomber. Et la caricature est très intéressante parce que le Royaume-Uni est tombé, mais au lieu de tomber sur les autres et de les faire tomber, il est tombé tout seul de ce côté. Et donc, les autres, au contraire, ont fait preuve de davantage de solidarité dans la négociation parce qu'ils voyaient un intérêt à l'Union européenne. Je note aussi qu'au sein des différents pays, les eurosceptiques, europhobes, sont un petit peu plus silencieux. C'est vrai d'ailleurs, y compris de Marine Le Pen en France. Donc, je pense que le Brexit aura eu plutôt un effet dissuasif sur les partenaires. La deuxième question sur les relations franco-britanniques, donc elles sont importantes, comme je le disais, d'abord parce que le Royaume-Uni est notre premier excédent au monde, et la deuxième raison, c'est que moi je considérais qu'on était des pays jumeaux avec la même population, le même statut dans le monde, membre permanent du Conseil de sécurité, doté de forces d'intervention extérieures, et on a toujours extrêmement bien coopéré. Quand j'étais à New York, c'est avec les Britanniques qu'on négociait, et d'ailleurs c'est les Britanniques et les Français qui présentaient 70% des résolutions du Conseil de sécurité, parce qu'on était capable, sans doute parce qu'on était puissance moyenne, puis aussi parce qu'on a une histoire très ancienne, de prendre en considération pas seulement nos positions de départ, mais ce qui pouvait être des positions d'arrivée en tenant compte des positions des uns et des autres. Les Américains déposaient des résolutions qui n'avaient aucune chance d'aboutir parce que c'était ce que voulaient en ne prenant jamais en considération les autres. Les Russes, quand ils déposaient des résolutions, ce qui n'était pas très souvent, c'est pour contrer une résolution qui avait déjà été mise sur la table. Et quant aux Chinois, ils en déposaient assez peu. Donc en fait, le Royaume-Uni et la France avaient un poids un peu supérieur à ce que représente leur population.
mais il parlait aussi au nom de l'Union européenne, ce que ne pourra plus faire le Royaume-Uni. Il n'y aura plus que la France qui parlera au nom des 450 millions d'Européens. Alors bien sûr, on ne parle pas au nom de l'Union européenne, puisque ce sont les États qui sont représentés au Conseil de sécurité, mais c'est néanmoins le cas, et on se concerne avec les 2 ou 3 autres membres de l'Union européenne qui sont élus tous les 2 ans au Conseil de sécurité. Donc, on travaillait absolument main dans la main avec eux, on travaillait de la même manière, et donc tout ça va devoir se réorganiser. Sinon, il y avait eu au Foreign Office un sondage sur le pays qui était le plus, je vais dire successful, parce que malheureusement, il n'y a pas de, il faut faire des périphrases en français, sur enfin, son service diplomatique et autres, et tous les Britanniques ont dit le Quai d'Orsay. Et si on interrogeait le Quai d'Orsay, on aurait dit à ce moment-là aussi le Foreign Office. Donc, on va continuer à travailler sur d'autres sujets, on va continuer à travailler sur les sujets d'environnement, et quand il y aura également des crises dans le monde, eh bien, on se consultera avec les Allemands, les Britanniques. Le président de la République évoquait un Conseil de sécurité européen avec les Britanniques. Moi, je trouve que c'est dangereux parce que ça veut dire que là aussi, on marginalise les Européens, et c'est contraire à cette idée d'Europe autonome sur le plan stratégique. Et puis, enfin, le dernier point qui est, enfin, dernier ou le premier, j'en sais rien, qui est la défense et les accords de Lancaster House. L'anniversaire, c'était cette année, mais on va le célébrer l'année dernière, mais on va le célébrer en 2021. Voir ce qu'on peut faire avec cette force expéditionnaire commune de 10 000 hommes, ce qui est quand même quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'avais assisté à des exercices, et puis voir s'il y a quand même des projets en commun sur lesquels on va pouvoir travailler. Mais on avait des officiers britanniques qui étaient incorporés dans des armées françaises, notamment pour des opérations en Syrie ou ailleurs. Enfin, il y avait des relations qui étaient très, très étroites, très appréciées des Britanniques, parce qu'ils disaient que quand ils avaient des exercices communs avec les Américains, ben évidemment, les Américains étaient tellement dominants que le Royaume-Uni n'avait pas de rôle à jouer, tandis que France et Royaume-Uni jouaient à égalité, que donc c'était une coopération qui était beaucoup plus... Alors, cela dit, enfin ça, c'est les aspects positifs qu'on va essayer de développer, mais on voit bien à chaque fois qu'il y a une crise que c'est la France, c'est la vieille tradition britannique, anglaise, qui remonte au Moyen-Âge, always blame the French. Et donc, on aura ça. Il y a du French bashing au Royaume-Uni qui est plus fort que la critique des Anglais en France. Alors, moi, j'explique ça par le fait qu'on est le seul grand voisin du Royaume-Uni, alors que nous, on a plein de voisins qu'on peut critiquer, dont on peut se moquer, et donc on ne se focalise pas uniquement sur le Royaume-Uni. Il y a peut-être d'autres explications, mais je pense que ça joue. Merci beaucoup. Peut-être pour revenir aux perspectives justement propres au Royaume-Uni, deux questions, l'une sur les élections, l'autre sur l'Écosse. Donc c'est Jean-Pierre Tardieu d'abord, et ensuite Pauline Godel pour 2 questions brèves. Jean-Pierre, si vous voulez prendre la parole. Alors, on ne vous entend pas. Il faut réactiver votre micro, s'il vous plaît. Voilà. Est-ce qu'on m'entend? Voilà, merci. Merci. Je me projette dans 2 ans, je crois que c'est d'après dans 2 ans que les nouvelles élections auront lieu au Royaume-Uni. Ça peut toujours être anticipé selon une certaine tradition anglaise, mais enfin, en gros, c'est autour de 2023, je crois, ou 2024. On peut penser que pendant les 2 ans devant nous, les déceptions vont s'accumuler, déceptions économiques, sociales, peut-être politiques, les problèmes de l'Écosse, etc. Scénario d'une victoire du Labour Party à ces prochaines élections, pensez-vous plausible que sous la direction actuelle du Labour Party, celui-ci demande à engager de nouvelles négociations avec l'Union européenne, non pas pour réintégrer l'Union, bien sûr, mais pour définir une base d'accord différente
de celle de l'accord de la fin de l'année 2020? Merci Jean-Pierre Tardieu pour cette question. Tout de suite, quand même, une deuxième question Mhm. de Pauline. Pauline, vous pouvez prendre la parole si vous le souhaitez. Oui, bonjour, merci beaucoup. Merci pour cette intervention passionnante, Madame l'ambassadeur. Moi, je m'interroge sur la question de l'Écosse, puisque l'Écosse a, à l'unanimité des districts voté pour rester dans l'Union européenne. Depuis le référendum, Nicola Sturgeon a pétitionné plusieurs fois Londres pour faire un nouveau référendum d'indépendance. Et donc, si l'Écosse parvenait à obtenir son indépendance, est-ce qu'il pourrait réintégrer de manière aussi facile que ça a été présenté dans les médias et dans le discours politique l'Union européenne? Merci Pauline. Je précise qu'on a plusieurs questions en ce sens sur le sort de l'Écosse. Non, mais d'ailleurs, j'aurais dû en parler, donc je suis très contente que vous me posiez la question. Le premier sujet, donc, sur le Labour Party, ce qu'il faut voir jusqu'à présent, c'est que le nouveau dirigeant, qui est Keir Starmer, qui est un avocat qui est très précis, très incisif dans les questions qu'il pose à Westminster, au Premier ministre et qu'il met souvent en difficulté. En revanche, en tout cas jusqu'à présent, n'a pas un grand charisme, mais surtout, il a été extrêmement prudent justement sur le Brexit, ce que lui ont reproché à la fois les Lib Dem, très pro-européens, et certains membres du Parti travailliste, en disant que le Parti travailliste aurait dû se prononcer, y compris contre ces accords, ce qu'il n'a pas voulu faire. Maintenant, ça a été un tel traumatisme, ce référendum, que je ne crois pas qu'ils vont repartir, comme vous dites d'ailleurs, que pour une réadhésion, mais effectivement, probablement des négociations sur des termes peut-être plus ouverts, plus favorables dans le cadre des relations avec l'Union européenne. C'est tout à fait plausible. Et puis, il va falloir voir comment se déroule ce Brexit, quels sont les défauts, quelles sont les conséquences. Et en tout cas, il y a celles qu'on ne verra pas, parce que d'une part, ça va être mis sous le tapis du Covid. Toute crise sera utilisée comme ça. Et d'autre part, c'est un manque à gagner. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont être perdues, qui sont peut-être visibles, et puis d'autres qui ne seront pas visibles parce qu'on ne sait jamais ce qu'on a perdu. Donc, on verra. On le voit déjà d'ailleurs avec la réaction négative des pêcheurs. Maintenant, l'Écosse. Oui, l'Écosse, c'est un sujet très, très important parce que les Écossais sont pro-européens. Le référendum a été perdu en 2014, mais en réalité, c'était un peu moitié-moitié, enfin pas tout à fait. Et ça a été très dur dans les derniers jours parce que je me souviens de David Cameron qui paniquait et qui a appelé tous les dirigeants économiques, tout le monde pour se prononcer. Il a même fait en sorte que la reine, dans une méthode parfaite, dise « think carefully » avant de voter. Donc, les Écossais ont voté assez massivement pour le Remain, et Nicola Sturgeon, qui est excellente, qui est une excellente politicienne, va profiter de ça, effectivement, pour promouvoir un nouveau référendum, d'autant plus qu'il y a des élections au printemps de cette année, et que si elle a la majorité absolue, elle reviendra sur le sujet. Alors, Boris Johnson s'y oppose parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a eu des sondages donnant 58% pour l'indépendance, et il sait très bien que cette fois-ci, il risque de perdre le référendum. Si on lui pardonne le Brexit, on ne lui pardonnera pas la cassure du Royaume-Uni, qui du coup deviendra Little England et non pas Global Britain. Et je pense qu'il fera tout pour s'y opposer. Maintenant, encore une fois, si elle a cette majorité absolue, ça sera un déni de démocratie aussi. Donc, je ne sais pas ce qu'in fine il fera, mais je pense qu'il continuera de s'y opposer parce qu'il connaît le risque. Donc, les Écossais sont absolument furieux contre lui. Il a fait une visite récemment en Écosse qui a été considérée d'abord comme une rupture du confinement, une visite non essentielle,
Et on disait que Nicola Sturgeon était contente parce qu'à chaque fois que Boris Johnson allait en Écosse, elle gagnait des points pour le référendum. Donc, quand Boris Johnson dit c'était un référendum pour une génération, on ne va pas en refaire un, les circonstances ont changé puisqu'entre-temps, il y a eu le Brexit. Est-ce que l'Union européenne accueillera l'Écosse? Si c'est un référendum qui est un référendum légal, c'est-à-dire accepté par le Royaume-Uni, eh bien, je pense que l'Union européenne l'acceptera. Il y avait le parallèle avec la Catalogne, mais en Catalogne, ce n'était pas un référendum qui avait été jugé comme valide, puisqu'il n'avait pas été accepté par Madrid. Et Merci. pardon que vous me parlez de l'Écosse, un mot de l'Irlande. C'est que si jamais il y avait indépendance de l'Écosse, je pense qu'il y aura réunification de l'Irlande. Surtout que l'Irlande du Nord est restée dans le marché unique et que la République d'Irlande fait profiter l'Irlande du Nord d'un certain nombre de programmes, comme par exemple Erasmus, que Boris Johnson a décidé tout seul de quitter, alors que circulaient sur les tweets britanniques ces déclarations en disant jamais on imaginera quitter Erasmus. Donc, Dublin en fait participer l'Irlande du Nord à ce programme. Il peut y avoir également davantage de rapprochement entre les deux parties de l'île. Et donc là, si il y a indépendance de l'Écosse suivie par la réunification irlandaise, c'est une catastrophe pour l'Angleterre. Merci beaucoup, Madame l'ambassadeur. On peut encore prendre quelques questions. Alors, j'ai une étudiante, Alexandra Eremina, qui est en master relations internationales ici, qui me charge de vous poser une question sur ce que dit l'accord conclu il y a quelques semaines au sujet de la concurrence environnementale entre les pays de l'Union européenne et le Royaume-Uni, et surtout plus largement, quelle est ici la ligne directrice de Londres sur le plan de l'écologie, de la lutte contre le réchauffement climatique, sur la tarification carbone, sur le niveau de protection environnementale. Est-ce qu'il y a un risque que le Royaume-Uni desserre la réglementation, ce qui rendrait les producteurs européens moins concurrents, en tout cas, les mettrait en difficulté? Voilà pour cette question dont je suis le messager. Alors, l'Union européenne a justement veillé à ce qu'il y ait une concurrence équitable entre les deux, et que si les règles environnementales, sociales n'étaient pas respectées par les Britanniques, les produits britanniques seraient taxés en Europe. Il y a également une surveillance de l'évolution des législations au Royaume-Uni dans ce domaine-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque du Brexit, beaucoup disaient que s'il n'y avait plus les règles européennes, certaines entreprises britanniques, en fait, s'en déferaient. Alors, ça ne va pas être le cas tout de suite, puisque le Royaume-Uni est président de la COP26, qui doit adopter un programme très, très important, allant un jour vers la neutralité carbone. Donc, je crois que les Britanniques, à cause de ça, feront attention, peuvent même en rajouter sur certaines dispositions, on ne sait jamais. D'ailleurs, quand ils critiquaient les réglementations européennes, on s'apercevait qu'en fait, les Britanniques avaient fait de la surréglementation et qu'ils avaient encore durci les règles européennes dans ces différents domaines. Donc, je pense que l'environnement étant maintenant une priorité des différents gouvernements, ça a été raffirmé aussi par les États-Unis. Donc, je vois mal les Britanniques s'en affranchir brutalement. Merci beaucoup. On a également plusieurs questions sur la future relation entre le Royaume-Uni et puis les États-Unis, ou sur les autres leviers à disposition du Royaume-Uni pour peser dans les relations internationales. Peut-être Benjamin Harding peut se faire le porte-parole dans un certain nombre de ces questions, ou en tout cas tout simplement poser les siennes à présent. Benjamin, vous avez la parole. Bonjour Madame l'ambassadeur, merci pour votre intervention. Donc voici ma question, c'est que peuvent offrir les Britanniques aux Américains pour consolider la special relationship maintenant qu'ils ne sont plus dans l'Union européenne?
Et justement, est-ce qu'il n'y a pas un risque que le Royaume-Uni devienne un satellite entre les États-Unis et l'Union européenne? Et pour compenser cela, est-ce qu'il pourrait jouer, par exemple, sur le Commonwealth ou d'autres institutions? Merci beaucoup. Oui, alors évidemment, c'est un sujet important, c'est un sujet beaucoup plus important pour les Britanniques que pour les Américains. Et le correspondant de la BBC, John Soppel, disait la relation spéciale, elle est spéciale surtout pour le Royaume-Uni. Parce que les Américains oubliaient souvent de la mentionner, où ils disaient que l'équipe d'Obama en riait en coulisses. Et donc, c'est plutôt une obsession britannique qu'une réalité du côté américain. Donc, la seule chose qu'ils avaient, qui était une réalité à l'époque, pour les raisons que j'ai expliquées, c'est effectivement qu'ils pouvaient se faire un petit peu, j'allais dire, petit télégraphe de Washington au sein des instances européennes, ce qu'évidemment, ils ne pourront plus faire. Donc, ils pourront effectivement soit être satellite des Américains, jouer aussi, parce qu'on n'en a pas parlé, l'OTAN, dans la mesure où ils ne seront plus dans l'Union européenne, ils auront tendance à privilégier cette structure qui a un ADN très, très américain, effectivement, mais ils sont malgré tout, pour les Américains, beaucoup moins importants qu'avant. C'est une réalité parce que c'est un pays qui est de taille réduite par rapport à l'Union européenne et qui en réalité, à part un soutien systématique, n'a pas grand-chose à offrir de différent. Tout cela dit assez brutalement. Merci beaucoup, Madame l'ambassadeur. Peut-être 2 questions pour terminer et pour revenir au point de départ, en quelque sorte. Une question d'un spectateur qui me charge de la transmettre, peut-être un peu micro. Quel est le rôle de certaines figures comme Dominic Cummings dans le Brexit, lui qui a été le directeur du mouvement Vote Leave, et puis qui a été, je crois aussi, le conseiller spécial de Boris Johnson ces dernières années. Quel a été son rôle? Et enfin, une autre question de Patrick Pascal, qui est avec nous, là aussi, sur le Brexit comme voilà, situation accidentelle, mais aussi produit d'un certain rapport. Patrick Pascal, n'hésitez pas à poser plus précisément votre question à présent et pour conclure ce tour de table, en quelque sorte. Est-ce que vous êtes encore là? Est-ce que vous souhaitez poser directement votre question? Ouais, vous m'entendez, hein? Oui. On vous entend très bien. Je voulais vous remercier pour cette conférence et Psy Berman pour cette brillante et claire présentation. Donc oui, je voulais revenir sur le mot accident, je suis entièrement d'accord, mais je le formulerai peut-être le terme différemment sous forme de question pour avoir un peu aussi vécu cet épisode étant à Londres entre 2012 et 2014. Cet accident, ce Brexit, est un peu la rencontre d'une élite, par exemple Bill Cash, qui a été cité, et qui fait partie de cette élite un peu nostalgique de l'Empire, pour faire simple, et de classes moins favorisées, pas si éloignées que ça de Londres, pas uniquement dans le nord de l'Angleterre, et à qui qu'on a un peu délaissé, et à qui on a fait croire que tous les problèmes étaient dus à l'Union européenne. Alors finalement, alors que ce soit vrai ou pas, comme l'a dit Silverman, l'histoire n'est pas entièrement écrite, il y a beaucoup de questions qui se posent, on va la vivre, cette histoire, mais aujourd'hui, avec le Brexit, tant cette élite nostalgique, entre guillemets, que ces classes moins favorisées risquent d'être fortement déçues par le Brexit. Merci beaucoup. Peut-être simplement pour terminer là-dessus et ouvrir une perspective plus lointaine, quid de la jeune génération qui sera peut-être demain aux commandes du Royaume-Uni, qui en tout cas pèsera davantage dans le corps électoral. Est-ce que, voilà, c'est toujours difficile de faire un peu de prospective, mais est-ce qu'on ne peut pas aussi à terme envisager un retour finalement du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne? Voilà pour cette dernière série d'observations et de questions. Madame l'ambassadeur, c'est à vous. Alors, la première question, Dominic Cummings, il a été surnommé Rasputin ou Dark Vador. Donc, ça dit bien le rôle du personnage qui est à la fois brillant stratège, totalement cynique, mais qui a permis au Vote Leave de gagner les élections
parce que c'est lui qui est l'inventeur du slogan « Take back control », personne ne sait ce que ça veut dire, mais tout le monde est content de reprendre le contrôle, et qui a aussi perçu la nécessité de solliciter des gens qui étaient totalement délaissés, laissés pour compte et qui ne votaient plus jamais. Et du coup, il les a incités, il les a ciblés, d'ailleurs, y compris avec Cambridge Analytica, pour les inciter à voter pour le Brexit. Et effectivement, on disait à l'époque à Londres que si beaucoup de gens votaient, c'était bien, parce que ça veut dire que les jeunes allaient voter, mais que si trop de gens votaient, c'était pas bien, parce que ça veut dire que les gens qui ne votaient jamais allaient voter. Donc ça a été la deuxième option, et ça me permet de faire la transition avec aussi votre question sur les jeunes. Je crois que les jeunes étaient en grande majorité enfin c'est pas que je crois, je sais qu'ils étaient pro-européens. Certains se sont fâchés avec leurs grands-parents. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit « mes enfants ne veulent plus voir mes parents parce qu'ils ont volé leur avenir ». Ils étaient donc très, très mécontents de cette situation-là. Et un jour, peut-être, effectivement, ils auront envie d'être de nouveau européens. Mais encore une fois, ça va prendre du temps. Il faut aussi que les Bill Cash et autres disparaissent, c'est-à-dire ces générations d'europhobes virulents, parce que c'était le cas de Bill Cash qui nous disait vous acceptez la botte allemande, vous acceptez ce quatrième Reich. Déjà, alors ça, c'est pas lui qui disait vous avez capitulé sur le troisième, mais souvent les Brexiteurs disent ça aux Français, vous avez capitulé, c'est le troisième, et maintenant vous allez capituler dans le cadre du quatrième Reich, qui est effectivement l'Union européenne allemande. Donc il faut un peu que cette génération-là, qui a une phobie assez irrationnel pour l'Allemagne d'aujourd'hui, parce qu'ils n'ont jamais été occupés, donc on comprend assez mal cela, mais en tout cas, c'est très, très fort en Allemagne. Et effectivement, c'est la rencontre de cette élite dont j'ai parlé, de ces populations défavorisées, et qui risquent d'être déçues, comme Patrick Pascal le dit. Il y avait un groupe de pression qui avait trouvé un slogan qui, je trouve, était très bien, mais qui malheureusement n'a pas été assez popularisé et décliné, qui était « Brexit is for the rich ». Et je crois que c'est très vrai. Mais, donc, ils vont être déçus, effectivement, mais ça n'a pas du tout été expliqué. Alors, il faut aussi se rappeler, parce que c'est la première fois qu'il y a eu cette irruption d'irrationalité quand même au Royaume-Uni, c'est-à-dire que vous aviez beaucoup de gens, alors pas seulement des riches, justement, mais y compris des populations défavorisées, qui disaient « mais nous, on s'en fout d'être plus pauvres si on est indépendant. Donc, on est prêt à souffrir pendant tant d'années », ce qui est un peu une aberration. Mais voilà, je pense qu'il va y avoir effectivement beaucoup de déceptions, et je ne sais pas, comme je disais, in fine, bon, ce qui comptera aussi pour les prochaines élections, c'est ce fameux mur rouge. Voilà, je crois qu'on arrive un peu au terme de cette session, Madame l'ambassadeur. Alors, Little England versus Global Britain, je crois que le Brexit est loin d'avoir livré toutes ses vérités. On peut dire en tout cas que pour l'instant, et pour Londres, c'est un pari qui n'est peut-être pas tout à fait perdu, mais qui est loin d'être gagné. Et grâce à vous et grâce à votre intervention ce soir, on est tous un peu mieux armés pour apprécier les perspectives et les prochaines semaines et les prochaines échéances. Donc, merci encore infiniment, y compris dans les conditions actuelles, d'avoir accepté notre invitation à l'AFNU et au Centre Thucydide, et de nous avoir livré vos observations sur le Brexit. Merci à tous pour votre attention. Vous avez été nombreux à nous suivre par Zoom, mais aussi sur les chaînes YouTube de l'AFNU et de nos centres. Donc, à bientôt pour une prochaine session de notre cycle Parole de diplomate. Ce sera probablement au printemps, on l'espère, en présentiel, comme on dit, mais sinon, on trouvera un autre canal pour prolonger nos échanges. Merci encore, Madame l'ambassadeur. Bonne soirée à tous. Et à très vite. Au revoir. Au revoir.